Mon père, il était militant du Bund. Il était secrétaire du Bund dans le ghetto de Łódź. Il avait un rôle très important, très responsable, et très idéaliste et très yiddishiste. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Dvoreik Osman, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Studio Kalita. On est ravis de vous accueillir parce que vous avez une histoire, on va dire, digne de celle de beaucoup de membres du peuple juif. Voilà, quand on pense aux Juifs qui ont été partout par les hasards historiques, eh bien, votre famille en est un exemple. Alors, vous êtes aujourd'hui inspectrice de Yiddish au ministère de l'Éducation. On va y revenir, mais c'est une langue qui a jalonné votre vie. C'est d'ailleurs la langue de votre enfance, la langue de votre maman. Vous avez été élevée en yiddish. J'ai grandi en yiddish, la langue de mon papa. De votre papa, autant pour moi. Alors, vous avez vécu en Argentine, vous êtes née en Argentine, c'est ça? Oui, je suis née en Argentine en 1949, d'une famille qui venait de se marier. Mes deux parents ont passé la guerre et par hasard ou pas par hasard, ils ont atterri en Argentine parce que chacun d'eux, ils avaient de la famille avant et qui était arrivé avant la guerre. Et autrement, Louley, je ne sais pas comment on dit en ivrite, mais Louley à Shoah, s'il n'y avait pas la Shoah, ils ne se seraient jamais rencontrés et ils n'auraient jamais quitté la Pologne. Alors, votre mère venait d'où? Votre mère, elle venait d'où? Ma mère, elle vient de Varsovie et mon père, il vient de Łódź, mais il faisait partie des familles très, très différentes et leur idéal était très différent. Ma mère venait d'une famille de Hasidei Gur, mais elle a fait l'école en polonaise. Comment c'est possible? Ils avaient abandonné Non, et à l'époque... les filles allaient à l'école polonaise, les garçons, ils allaient au Heider. Et on s'occupait très peu de l'éducation des filles. Et c'était une famille très, très pauvre. Et je crois que dans la famille de mon grand-père, tous les enfants sont devenus fraies. Donc ma mère, c'était la dernière, et la fraille, ça veut dire qu'ils ont quitté la pratique religieuse. Et ma grand-mère, c'était la dernière, donc elle a suivi, personne ne s'est déjà occupé de son éducation. Et ses références étaient la culture occidentale. Elle aimait beaucoup la littérature française, allemande, l'opéra, etc. Et mon père, il était militant du Bund, il était secrétaire du Bund dans le ghetto de Łódź. Il avait un rôle très important, très responsable, et très idéaliste et très yiddishiste. Alors après la guerre, il a continué. Quand il est arrivé en Argentine, il est tout de suite rentré militer dans le Bund et surtout le côté socialiste. Il est passé au deuxième degré. Et le plus important, c'était préserver la langue yiddish. Vous avez grandi donc en yiddish en Argentine, voilà. Donc ça fait déjà une salade, on va dire. Ça c'est vrai. Et vous avez été aussi scolarisé en yiddish. C'était pas seulement à la maison. Oui, mais je vous ai raconté cette histoire de la famille Dill parce que ma mère, elle a grandi en yiddish parce que avant Varsovie, les Juifs parlaient yiddish. Elle était à l'école en polonais, mais après la guerre, elle avait complètement oublié le yiddish. Elle ne savait pas parler. Elle avait complètement oublié. Ouais. Et elle était obligée de se cacher, de parler en polonais, d'apprendre les prières, etc. Et elle avait complètement oublié. Et elle a repris la langue, elle a réappris la langue avec mon père, ce qui fait que quand j'étais petite, et mon père, il refusait de parler autre chose que yiddish, donc je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. C'était un peu compliqué. Mais elle l'a réappris quand... Des années que j'ai une mémoire, ce que je me rappelle, on parlait yiddish à la maison et mon père était militant du yiddish, donc il refusait de nous parler, de nous répondre si on lui parlait, on ne s'adressait pas en yiddish. En yiddish à lui. Alors ce qui est fou, c'est que malgré tout ça, vous n'étiez pas du tout élevé dans une famille religieuse. Non, parce qu'il faut savoir que le yiddish, c'est l'apanage des yiddishistes. Et il y a pas, aujourd'hui, on pense qu'il n'y a que les chassidim ou que les Acharim qui parlent yiddish.
Et c'est pas correct. Les yiddishistes, d'abord les juifs en Pologne, ils n'étaient pas tous religieux, ils parlaient yiddish. Et les yiddishistes, c'est un groupe très spécial qui veut préserver cette langue, la développer et la transmettre aux générations futures. Donc on a grandi dans une ambiance très, très yiddishiste. Et on était dans des écoles. En Argentine, le matin, on allait à l'école de l'État et l'après-midi, on allait à l'école juive, et jardin d'enfants, primaire, secondaire. Alors, vous avez, malgré cette ambiance, vous étiez toujours attiré depuis l'enfance, en fait, par vos racines, par vos ancêtres que vous ne connaissiez pas. Et vous étiez curieuse de ce judaïsme. Voilà, vous aviez soif d'en savoir plus. Vous me racontiez en préparant l'émission que vous passiez parfois des sédarim avec votre oncle. C'était le seul religieux, entre guillemets, de la famille, qui faisait le séder pour toute la famille. Et vous, ça vous est resté comme quelque chose de très important. C'est exact. Ça m'a beaucoup marqué. Le frère, la sœur de mon père s'était mariée avec un juif aussi de Pologne. Lui, il est arrivé avant la guerre. Et cet homme, il était... Aujourd'hui, je ne dirais pas pratiquant, je dirais traditionnaliste, mais à mes yeux, il était très, très religieux. Il faisait le seder pour toute la famille et tous les enfants posaient des firkaches. Il fallait se préparer, on l'apprenait à l'école. Je ne sais pas si on comprenait ce qu'on disait, mais c'était un moment très émouvant. On posait les questions, les fameuses questions de Pessah. Les 4 questions. Ouais. Et le manger, l'ambiance, et cet agada... On ne comprenait pas de quoi il s'agissait. À l'époque, la pédagogie n'était pas... On ne traduisait pas. Il lisait en yiddish ou en hébreu, il disait vite. Mais c'était quand même quelque chose d'important. Donc, des fois, on n'a pas besoin de tout comprendre. Ouais, ça marque quand même. Une expérience profonde. Alors, ce qui fait que tout ça vous a amené, quand vous avez eu 18 ans, vous avez eu envie de partir et vous êtes venu en Israël. Oui, je suis venue au Mahon Grimberg. J'ai quitté l'Argentine. Et c'était assez dramatique pour mes parents, parce qu'ils comptaient. Israël, ce n'était pas présent dans notre conscience. On n'a pas été éduqués dans un milieu sioniste. Et la raison pour laquelle je devais venir en Israël, c'était pour passer une année et suivre une formation de professeur, la Gola, pour revenir en Argentine et enseigner. Et j'ai décidé de rester. C'était l'année 68. C'était après la guerre des 6 jours. Ah, c'était merveilleux. En Israël, tout était tellement frais, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup d'espoir. Il y avait beaucoup d'espoir. On s'est promené dans la vieille ville. On allait à Ramallah acheter des chaussures pas chères. Il y avait beaucoup de liberté, on se sentait... beaucoup de joie. On voyait les chayalim. On avait une très grande émotion. Et là, j'ai découvert mes Hacharim. J'ai commencé à me promener là-bas. Je commençais à étudier un peu de Yahadut et le judaïsme avec un professeur particulier. On faisait Sefer HaKuzari, que je ne connaissais pas. Et tout ce qui concerne la pensée m'intéressait beaucoup. Alors, ce n'était pas difficile. Au Mahon Grimberg aussi, on a étudié des textes classiques, Rambam. Alors, tout ça nous montre que vous étiez sur le chemin de la Tchouva. Là, nous sommes pas très loin des fêtes de Rosh Hashanah. Comment vous avez fait Tchouva, tout simplement? Comment vous avez décidé d'abandonner un peu les principes de votre éducation et de suivre votre chemin? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez ce besoin essentiel de vous relier à Dieu? Je ne saurais pas répondre parce que à chaque fois je réponds autrement et je n'ai pas de réponse, mais j'ai senti une inquiétude et je n'étais pas tranquille et certaines situations me produisaient une très grande joie. J'allais aujourd'hui aussi ça n'existe plus, mais quand j'étais au Mahon Grimberg, il y avait Beit Hillel à la rue Ramban. C'était le Beit Knesset. C'était une organisation pour étudiants religieux et j'allais pour Kabbalat Shabbat là-bas. Je sentais une très très grande émotion et donc la tfila, j'ai compris que la tfila c'était une voie pour moi qui me relie à moi-même et à mon passé.
il y avait le Kotel. Oui, on venait de libérer le Kotel. C'était impressionnant. Après, Kever Rachel, et Mekomot HaKadoshim. Tout ça, c'était nouveau. Et à chaque fois, je sentais une très, très grande émotion. Et j'ai commencé à connaître le limoud. Je ne connaissais pas du tout le limoud, l'étude classique, oui. Ça parlait, c'était comme des atomes accrochus avec mon nefesh, avec mon âme. Et lentement, je commençais à apprendre qu'il fallait faire Netilat Yadayim le matin. Et tout ça, ça vous parlait? Parce que c'est vrai que parfois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se relient avec les principes, on va dire, philosophiques, avec la morale juive. Mais quand on parle des actes, c'est plus compliqué. Et tout dépend de Shoresh, la racine de l'âme. Oui, et quand j'ai appris, j'étais voir une rabbinite et Taub, Hannah Taub. Je ne vous raconte pas comment je suis arrivée, tout est des coïncidences. Et la première chose qu'elle a fait, c'est prendre un sidour et commencer à m'expliquer ce que c'est un sidour. Et elle m'a montré qu'elle avait 2 frigidaires, Bassari et Khalavi, tout me parlait. Je ne sais pas. Tout vous parlait. C'était comme si vous étiez relié à vos ancêtres. Oui, j'ai senti une très, très grande émotion. Et, de voir les enfants à Meacharim avec les paillettes et se disputer en yiddish. Ça aussi, c'était génial. J'avais décidé que j'avais très envie d'élever mes enfants comme ça. Et donc, lentement, je commençais à apprendre. Il n'y avait pas de séminaire pour Balei Tchouva. Je ne savais pas ce que c'est. Je crois que je ne connaissais pas le mot non plus. Ouais. Et je commençais à étudier par l'étude. L'étude m'a amené vers la pratique, mais c'était très lent. Et il y a eu des allers-retours. Ce n'était pas un chemin droit, ce n'était pas la voie royale. J'ai terminé mes études universitaires, donc je suis restée en Israël, j'ai terminé mes études universitaires, je suis allée en France. Ah oui, parce qu'avant d'aller en France, vous êtes mariée ici et non, vous êtes je me suis mariée en France. Ah, vous êtes mariée en France, pardon, vous aviez rencontré... Mais j'ai connu mon mari ici, on est parti en France et pour faire des études. Et là, on a connu le Rav Rothenberg de la rue Pavé et une famille qui s'appelle les Hamzalak. Et là, vous avez vraiment Et là, plongé, on a compris. En plus, c'est une famille. Je voulais avoir beaucoup d'enfants. Donc, c'était un modèle pour vous. Et c'était le premier RAF qui était modèle pour moi, c'était le Rav Rothenberg, qui tout de suite, j'étais le voir avec mon mari et il m'a dit, tu as beaucoup à apprendre. Et il m'a envoyé chez sa fille Sarah. Ouais, et c'est comme ça que tout a commencé pour vous. Oui, alors, vous êtes resté 13 ans en France, vous y avez eu 5 enfants, donc c'est une étape qui est marquante quand même pour vous. C'est pour ça aussi que vous parlez le français, pas seulement, mais quand même, ça y est pour beaucoup, ça compte pour beaucoup. Alors, la France, vous revenez finalement après 13 ans en Israël. Et là, comment ça se passe, l'intégration avec 5 enfants est-ce que c'est facile? Est-ce que vous vous sentez à votre place, étrangère, multiculture? Ça devait être quand même un petit peu compliqué. D'abord, je me sentais très à l'aise. Je connaissais la langue et je n'avais pas coupé avec le pays. On était venu visiter plusieurs fois. On avait des amis, la famille. Et je ne me sentais pas étrangère, mais ce n'était pas facile. Et j'ai tout de suite trouvé du travail. Et j'ai continué à travailler dans le Yiddish. Et mon mari aussi dans les traductions. Et mon mari traduit le Steinsaltz en français avec Guggenheim. Avec le Rav Guggenheim, ça fait déjà, je crois qu'ils ont déjà 35 volumes. Mais pour trouver l'éducation qui convenait à mes enfants, c'était pas évident. Parce que moi, je voulais beaucoup m'intégrer dans un milieu yiddish qui, pas Meacharim, mais un milieu chassidique, mais ça convenait beaucoup. Mes enfants, le grand, il avait déjà 10 ans, il avait été à l'école Ariel en France. Ouais, donc c'était pas tout à fait ça. Ouais, il savait le yiddish, tous les enfants savaient le yiddish, mais ça suffisait pas. Mais quand même, les garçons, ils ont fait le Heider. Et les filles, elles ont été dans une école Vignitz en yiddish, mais après, elles ont continué Beit Yaakov. Ça vous a procuré de la joie? Vous avez eu l'impression, en mettant vos enfants au Heider, de continuer la tradition de vos ancêtres? Vous savez pas,
quand il y a quelque chose en yiddish qui s'appelle taïch. Taïch, c'est ils lisent la Torah. C'est comme ça, les premières classes, ils font le taïch. Ils lisent les psukim de la Torah et ils traduisent mot à mot en yiddish, mais avec un nigun. Oui. Avec une mélodie. Oui, mais très spéciale et très, très, très ancienne. Et cette mélodie, j'allais, c'est le Cheder Slonim, il se trouve pas loin, maintenant il est plus là, mais c'est dans la rue Reshit Chochma, et c'était rez-de-chaussée, donc les fenêtres donnaient sur la rue. Je me pointais pour écouter comment les enfants ils récitaient. Tellement ça résonnait en vous. Oui, et après, j'ai commencé un projet qui s'appelle Dosidische Wort. J'ai interviewé la parole en yiddish, ça veut dire. Et j'ai interviewé des gens qui me racontaient leur enfance en Pologne, et pas en Pologne, en Europe de l'Est, en yiddish. Et j'ai interviewé des gens à condition qu'ils ont été élevés en yiddish avant la Shoah. Et parce que je ne voulais pas que le yiddish, je glisse un peu, c'est important, que le yiddish soit lié seulement à la Shoah. Je voulais qu'il soit lié à la vie avant la guerre. Et j'ai 400 heures d'enregistrement en yiddish, des souvenirs d'enfance. Alors, et quand il arrivait à cette partie, je disais comment enseigner dans le Cheder, et le monsieur répétait. J'ai senti une émotion impressionnante. Torah Gilgulim, je crois. Ouais, mais sûrement, ça doit être sûrement ça. Donc, donc c'est vraiment une alia un peu spéciale. C'est vrai qu'on a fait on a raconté beaucoup d'histoires d'alia ici, mais une comme la vôtre, pas encore. Donc, c'est ça qui est formidable ici, c'est qu'on découvre des mondes incroyables. Donc, vous êtes resté en Israël, vos enfants ont grandi en Israël. Oui, il y a 2 enfants. Un, ils parlent yiddish ou pas? Oui, ils savent yiddish, mais ils ne parlent pas avec leur benzouk, avec la famille, non. Mais j'ai des petits-enfants qui veulent apprendre. Et j'ai un fils, c'est l'aîné, il est revenu en France. Et à 18 ans, il est reparti en France. Et ça fait quelques années, il est revenu avec sa famille en Israël. Et il est chassid de Tolner Rebbe. Donc, aussi, mes enfants, c'était difficile de comprendre ce que nous, on veut. Mon mari, il est devenu chassid Ziditchoïv. C'est une chassidoute qui est pas... Donc, on comprend en vous écoutant que vraiment, le chemin de la tchouva prend du temps. Et ce qui est beau dans votre famille, c'est que chacun a pu suivre sa voie, en fait. Oui. Chacun a fait selon la résonance de son âme. Exactement. Je pense que la tchouva, c'est dû au shoresh, la racine de l'âme. Et que chacun il a une autre racine, il doit trouver son chemin. Et on est toute sa vie en tchouva, n'est-ce pas? Et tchouva, c'est une réponse aussi. Alors, une réponse à quoi? On a une question. Nous, on vient avec une question et on attend et on cherche une réponse, mais on ne la trouve pas. Parce que si on la trouve, c'est fini. Donc, on cherche. On cherche, oui. Mais toujours, je pense que ça doit passer par l'émotion. On dit il y a 2 Rosh Hashanah, n'est-ce pas? Il y a 2 nouveaux années. Pesach et Tishrei, n'est-ce pas? Et il y a une discussion dans la Mishnah. Rabbi Eliezer dit que l'année commence avec Tishrei et Rabbi Yoshua dit avec Pesach. Et ça reste, finalement, on a tranché pour Tishrei, mais les 2 possibilités restent. Et le Maharal, il explique qu'il y a le... Tishrei, c'est la tête, oui, c'est le sechel, la pensée logique. Pesach, c'est le cœur, n'est-ce pas? Et le Maharal, il tranche très intéressant, de manière intéressante. Il dit qu'il n'y a pas de machloket, il n'y a pas de discussion. Il y a une discussion, mais pas de contradiction, on va dire. Oui, on commence par le cœur, c'est Pesach, et après, il faut filtrer par la logique, mais après, il faut revenir au cœur. Donc, c'est ça la tchouva, c'est tout constamment faire ce travail, de commencer par le sechel, oui, et commencer par le cœur, pardon, filtrer, parce que sinon, c'est n'importe quoi. Mais après, c'est très, très grave si on reste au niveau du rationnel. Voilà, il faut revenir au cœur. Et si on sent une émotion qui a été filtrée par le sechel, ça veut dire qu'on est dans le bon chemin. Dans le bon chemin. En tout cas, c'était vraiment très touchant de vous entendre. Merci toujours beaucoup. Besimcha, toujours Besimcha. Il faut le redire et le répéter. Malgré tout, toujours Besimcha, faire les mitzvot Besimcha et pas
pas avec négligence parce que c'est notre vie. On le fait avec le corps. Hein, donc il faut sentir une très grande simcha corporelle. Aussi, alors Dvora Dvoire, on va le dire comme dans les règles de l'art. Cosman, merci beaucoup. On reparlera du Yiddish une prochaine fois avec vous. Merci beaucoup d'être venu. Au revoir. Shana Tova. Shana Tova. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.